Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les violences et pillages se multiplient en Afrique du Sud pour le 6e jour consécutif. 72 morts, plus d'1 millier de personnes arrêtées. De nombreux commerces saccagés laissant des propriétaires désemparés. Les appels au calme se multiplient comme le roi des Zoulous qui a aussi qualifié ces violences de honte. Images et témoignages à suivre dans ce journal. Entretien exclusif sur notre antenne du président burundais Evariste Ndayishimiye était en visite d'État en RDC où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Objectif de la rencontre, la coopération sécuritaire, mais aussi la situation des réfugiés à la frontière des deux pays. Ce jeudi s'ouvre la première Ligue des champions féminines d'Afrique. Pour l'occasion, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire à la rencontre des 11 sœurs de Gagnoa. Notre équipe a suivi leur entraînement à Abidjan à quelques jours du match d'ouverture de la phase qualificative. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par l'Afrique du Sud où les violences et pillages des derniers jours ont fait 72 morts. Ici, le catalyseur a été l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. 6 jours après, c'est la pauvreté exacerbée par la pandémie de Covid-19 et le chômage endémique qui atteint un taux record de 32,6% qui sont mis en cause. Florent Rodeau. Pour Thandie Johnson, ce magasin de fournitures de fête à Soweto, c'est toute sa vie. Comme tous les établissements voisins, il a été saccagé par les pilleurs. De retour pour la première fois sur place, la propriétaire ne peut contenir son émotion. Mère d'un adolescent, Thandie Johnson a tout placé dans cette affaire. À 55 ans, elle se dit aujourd'hui ruinée. Un responsable à ses yeux, le président Cyril Ramaphosa, coupable selon elle de ne pas avoir agi plus rapidement pour mettre fin aux troubles qui secouent l'Afrique du Sud depuis vendredi. Cyril Ramaphosa, with his processing that takes forever, he's way too slow to act. This is not the time to process. This is the time to act. Ces violences ont fait au moins 72 morts, la plupart dans des bousculades lors des pillages. Très souvent, la police a été débordée, poussant le gouvernement à déployer l'armée en renfort. Choqués par ces scènes de chaos, des habitants de Soweto se sont bénévolement rassemblés pour nettoyer ce centre commercial. Nouvelle restriction anti-Covid annoncée fin juin, chômage record à 32,6%, risque de pénurie alimentaire. Les raisons à l'origine de cette flambée de violence sont nombreuses. L'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma mercredi 7 juillet, ayant elle aussi contribué à mettre le feu aux poudres. Fin de la visite d'État du président burundais en République démocratique du Congo. Evariste Ndayishimiye a rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi et au menu des discussions, la coopération sécuritaire entre les deux pays et la délicate question des réfugiés de part et d'autre de la frontière. Suivez cet entretien exclusif accordé à Sonia Rollet et Clément Bonnereau pour RFI et France 24. Monsieur le Président, vous avez rencontré votre homologue congolais, Félix Tshisekedi. Vous avez évoqué avec lui les questions sécuritaires. On le sait, il y a dans l'est de la RDC des groupes armés qui vous sont hostiles. Certains mènent parfois des incursions au Burundi. Qu'avez-vous décidé avec lui pour éradiquer ces groupes armés? Il est vrai qu'il y a des forces négatives qui sont même contre le Burundi. Mais nous savons les origines et tout cela, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des rejetés, ce ne sont pas des refoulés de la société burundaise. Ce sont des gens qui avaient peur d'abord en 2015, qui ont fui vers le Rwanda et le Rwanda les a formés. Et puis, comme ils ont échoué 3 fois à attaquer le Burundi, ils ont préféré aller dans un endroit où ils sont libres. Et maintenant, je pense qu'avec la détermination du président congolais, qui est déterminé à ramener la paix à l'est du Congo, nous pensons que ces forces négatives pourront être anéanties et les membres pourront rejoindre leur pays et
se réformer et même dans leur esprit pour travailler ensemble avec les citoyens burundais. Nous avons espoir. Alors parmi les grandes questions, il y a aussi la question des réfugiés. Vos compatriotes, comme ici au Congo, sont encore réticents à rentrer au pays, malgré des opérations de rapatriement. Quels sont les actes que vous pourriez poser pour rassurer encore ces réfugiés, vos compatriotes, et leur permettre de rentrer? La question des réfugiés dans la région de Grand Lac est une question très complexe. Imaginez-vous, il y a les citoyens congolais qui sont des réfugiés au Burundi et les Burundais qui sont réfugiés à l'est du Congo. C'est ce qui montre que dans la région, la question des réfugiés est très complexe. J'ai vu comment les Burundais fouillaient. Ils cherchaient de laisser passer des passeports et puis ils allaient en bus. C'est-à-dire que la forme de la question des réfugiés au Burundi n'est pas la forme normale. Donc, ce qui fait que quand ils veulent retourner, ils savent eux-mêmes qu'il n'y a pas de problème pour retourner, comme ils sont partis aisément. Et pour revenir, c'est la même chose. Ce que nous faisons, c'est toujours les appeler à rejoindre leur patrie afin de vivre normalement comme les autres dans le pays. Alors il y a un partenaire avec lequel vous avez repris le dialogue, c'est l'Union européenne. Après 5 ans de rupture, je rappelle que l'Union européenne était le principal bailleur du Burundi. Où en est-on de ce processus? Et nous avons déjà amorcé le dialogue avec l'Union européenne. Au niveau des ambassades de la représentation à Bujumbura, je vois que nous évoluerons très bien. Maintenant, nous attendons la réunion décisive qui va être organisée en Europe et nous espérons que ça va vite terminer. Une des exigences de l'Union européenne, c'était que des efforts soient faits dans le domaine des droits humains et aussi de la bonne gouvernance. Quels progrès ont été réalisés? S'ils disent « nous voulons la protection des droits humains », ils vont nous dire où est-ce qu'il y a les défauts. Comme ça, on va étudier ensemble pour voir. Sinon, la vision est commune. Nous voulons tous la protection des droits de l'homme, nous voulons tous la bonne gouvernance. Alors, je ne vois pas où peut venir la discordance ou les divergences de vues. Je pense que l'Union européenne a pris cette décision unilatéralement. C'est maintenant, il est temps qu'il revoie cette décision, sinon je ne vois pas les raisons d'être de ces sanctions contre le Burundi. Et on a appris que le nombre de migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe avait doublé en 1 an. Selon l'Office international pour les migrations, au moins 1146 personnes sont mortes au premier semestre 2021 contre 513 pour la même période en 2020. La mer Méditerranée demeure de loin la zone la plus dangereuse pour les immigrés qui tentent de rejoindre l'Europe. En Éthiopie, l'agence américaine Associated Press a obtenu une vidéo datant de fin juin des soldats du Tigré qui célèbrent leur retour à Mekele, la grande ville de la région. Et vous le savez, un conflit oppose depuis novembre les forces rebelles aux forces gouvernementales. Malgré le cessez-le-feu, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis ce mercredi de contrer les attaques ennemies si nécessaire. Le point avec Nicolas Germain. Ces images de soldats tigréens célébrant leur retour à Mekele datent de fin juin. Elles ont mis plusieurs jours à sortir de la région et l'Associated Press vient de les diffuser. Même les chevaux sont repeints aux couleurs du drapeau tigréen. Certains des soldats sont particulièrement jeunes. Le conflit a débuté en novembre. En juin, le gouvernement a annoncé un cessez-le-feu et affirmé que les troupes nationales et leurs alliés érythréens quittaient la région. Mais le chef des forces du Tigré pense que tous les soldats ne sont pas partis. Attacking the invaders because they are still in Tigray. So there is no reason for waiting because they are still in Tigray and unless they leave, we have to chase them. Ce mercredi sur Twitter, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que si nécessaire, il repousserait les attaques de forces ennemies. Beaucoup en Éthiopie craignent un changement dans la nature des combats. Ils redoutent désormais des affrontements entre les Tigréens et les troupes de la région voisine d'Amhara. Car depuis novembre, ces derniers ont repris les territoires du Tigré qui, selon elle, appartiennent à la région Amhara.
Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Au Mali, l'abbé Léon Dougno a été libéré ce mardi. Le curé du village de Ségué, dans la région près de Mopti, avait été enlevé le 21 juin dernier, près de Bandiagara. L'acte n'a jamais été revendiqué, mais les sources locales pointent les djihadistes proches d'AQMI, notoirement actifs dans la région. Et sa libération a été rendue possible grâce à la médiation des communautaires locaux. Une source impliquée dans les discussions assure qu'il n'y a pas eu de contrepartie. Une autre libération a été annoncée à Brazzaville. La cour d'appel a ordonné la mise en liberté provisoire de plusieurs militants de la société civile et parmi eux le docteur Alex Zabana, militant des droits de l'homme et qui avait été arrêté quelques jours avant l'élection présidentielle du 21 mars dernier. Et en Gambie, c'est une condamnation à mort qui fait l'actualité, celle d'un ancien membre de la junte de Yaya Jammeh. Yankuba Touré a été reconnu coupable du meurtre en 1995 du ministre des Finances de l'époque. La peine de mort fait appel d'un moratoire en Gambie et n'a pas été appliquée depuis 2012. Direction la Côte d'Ivoire où s'ouvre ce jeudi la première Ligue des champions féminines d'Afrique organisée par la CAF. Et si la compétition se tiendra en Égypte en novembre, les phases qualificatives débutent ce jeudi. Et ce sont les 11 sœurs de Gagnoa qui vont affronter l'UFSA du Burkina Faso à Abidjan. Et nos correspondants sont allés à la rencontre des joueuses ivoiriennes de football. Reportage d'Anan Ferdiani et Samuel Bernard. 15 heures au complexe sportif de Yopougon. Le coach siffle le début de l'entraînement. C'est parti pour une heure d'exercice intense pour les 11 sœurs de Gagnoa. Le moral il est vraiment haut. Et puis c'est une grande première. Les gens disaient que c'est un truc consacré qu'aux hommes. Et aujourd'hui, le foot féminin a pris de l'ampleur. Tout le monde veut jouer au foot. Tout le monde veut jouer au foot. Si le ballon rond se démocratise dans le pays, l'enjeu reste de taille pour les membres de l'équipe ivoirienne. Le jeudi 15 juillet, elles affronteront l'USFA du Burkina Faso pour le match d'ouverture de la toute première Ligue des champions féminines d'Afrique. Confiante et motivée à l'approche du grand jour, Sandrine est l'une des doyennes de ce club qui fut pour elle un refuge. Voilà, je jouais comme ça au quartier et puis ils m'ont pris, venir intégrer les filles, le groupe et puis dans ça ici resté pendant 10 ans. Mais ça allait, les gens chez moi, bon, j'étais dans une vie pas possible. Mais grâce au foot, j'ai compris que la vie, c'est pas des bêtises quoi. L'intégration à travers le sport, c'est la vocation de cette association créée il y a 19 ans. Pour son président, les 11 sœurs de Gagnoa ne sont pas seulement un club de sport, mais aussi une école de vie. On a constaté que les coutumes et autres ne permettaient pas aux filles de jouer au football. Les parents ne les acceptaient pas et c'était difficile de combattre tout ça. Il fallait aller d'abord parler, échanger avec les parents. Et ce que je leur disais, non seulement elles vont jouer au football, mais elles iront à l'école. Quelques supporters sont venus ce jour-là, histoire de nous donner un petit avant-goût de l'ambiance du match qui se déroulera au stade Champrou d'Abidjan. J'ai confiance en eux pour le match de jeudi. Ici, on a tendance à les négliger, mais elles ne se laissent pas faire, elles jouent bien. Comme des hommes, quoi, elles n'ont pas de soucis à se faire. Si les phases qualificatives de la compétition sont organisées à travers tout le continent, les phases finales, elles, se dérouleront en Égypte, pays hôte de la compétition. C'est la fin de ce journal. Merci de les avoir suivis et merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier de Gagnoa à Bujumbura, en passant par Mekele. Restez avec nous car l'actualité est conseillée sur France 24. Bonjour, je m'appelle Laetitia Casta, je suis à Cannes pour le film La Croisade de Louis Garrel. Je me demande si t'es pas jaloux. Bah, de qui? De notre fils, de son courage. Je te remercie. De rien. À l'affiche à Cannes, sur France 24 et France24.com.